Comment un militant des droits humains peut remettre en question toute la doctrine du Makhzen au profit de la position algérienne? Entre polémiques, accusations de trahison, et des appels à son incarcération, les déclarations du président de la plus grande ONG des droits de l'homme au Maroc ont provoqué une véritable onde de choc. Mais pourquoi ces propos dérangent-ils autant? Et surtout, que révèle cette affaire sur la situation au Maroc et ses répercussions en Algérie? Décryptage dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Pour comprendre l'affaire, commençons par présenter Aziz Ghali, président à la tête de l'Association marocaine des droits humains, plus connue sous le nom d'AMDH. Cette ONG, créée en 1979, est la plus grande organisation dédiée à la défense des droits humains au Maroc. Son rôle, surveiller, dénoncer et lutter contre les violations des droits de l'homme, même quand cela touche des sujets sensibles comme le Sahara occidental. Tout a commencé avec une interview accordée aux médias Arabie 21 le samedi 14 décembre, où Aziz Ghali a adopté une position très claire et sans filtre sur plusieurs questions brûlantes: la liberté de la presse, la normalisation avec Israël, mais surtout le Sahara occidental. Ces propos, jugés dérangeants par certains, ont déclenché une tempête médiatique au Maroc. Les médias proches du palais royal l'accusent de tous les maux: servir la propagande algérienne, déstabiliser l'unité nationale, voire trahir le royaume. Sur les réseaux sociaux, des appels à son arrestation ont fusé. Mais pourquoi une simple interview a-t-elle pris une telle ampleur? Et surtout, pourquoi cette affaire intéresse autant l'Algérie? Dans son interview, Aziz Ghali a réaffirmé une position claire: le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un principe inscrit dans les résolutions des Nations Unies. Il critique le plan d'autonomie proposé par le Maroc, estimant qu'il n'offre pas de véritable solution négociée. Voici une de ses phrases clés: si l'autonomie était la solution, pourquoi le gouvernement marocain continue-t-il de négocier? Cela montre que la question n'est pas tranchée. Mais ce n'est pas tout. Ghali a également dénoncé la détérioration des libertés au Maroc, affirmant que le pays connaît une répression pire que celle des années 70, avec plus de 1700 prisonniers politiques. Ces propos ont évidemment irrité le régime du Makhzen. Les médias proches du palais royal n'ont pas tardé à réagir. Des articles incendiaires sont publiés, l'accusant d'être un relais de la propagande algérienne. Le site Barlaman parle d'obstination à saper l'unité nationale. Même certains universitaires, comme Mehdi El Karouani, sont montés au créneau. Sur X, anciennement Twitter, il écrit: comment un homme aussi déloyal peut-il prétendre représenter les droits humains? D'autres, comme le Forum marocain pour la citoyenneté, demandent carrément la dissolution de l'AMDH. Dans ce climat, des rumeurs ont circulé sur une possible arrestation de Ghali, qu'il a rapidement démenti sur sa page Facebook. Et là, l'affaire dépasse les frontières. Pourquoi? Parce que le Sahara occidental est aussi une question clé pour l'Algérie. Alger soutient le Front Polisario et milite activement pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour le Maroc, les déclarations d'Aziz Ghali sont vues comme une victoire symbolique pour Alger. Elles remettent en cause la narration officielle marocaine et donnent du crédit aux arguments algériens sur la nécessité de respecter les résolutions de l'ONU. En parallèle, l'Algérie a récemment intensifié ses efforts diplomatiques, notamment auprès des pays africains et à l'ONU, pour contrer les positions marocaines. Par exemple, lors d'une récente réunion au Conseil de sécurité, l'ambassadeur algérien a dénoncé les violations des droits des Sahraouis et a appelé à une résolution juste et équitable. Dans ce contexte, chaque critique venant de l'intérieur du Maroc comme celle de Ghali est perçue comme un coup dur pour le Makhzen. Mais cette affaire n'est pas qu'une question de géopolitique. Elle met aussi en lumière des fractures internes au Maroc. Aziz Ghali a dénoncé la pauvreté grandissante, affirmant que les scènes de misère au Maroc dépassent parfois celles de pays en guerre comme la Syrie. Des propos choquants, mais qui reflètent un malaise social croissant. Au Maroc, les inégalités se creusent, et les mouvements de protestation se multiplient. Et pendant ce temps, en Algérie, les dirigeants suivent de près cette situation. Certains y voient une opportunité pour renforcer leur position face au Maroc, mais aussi pour mettre en avant leur propre modèle de stabilité politique et sociale. Alors, que faut-il retenir? Cette affaire de Aziz Ghali n'est pas qu'une polémique. Elle reflète des tensions profondes entre le Maroc et l'Algérie, mais aussi des fractures internes au sein du royaume. Cette affaire nous rappelle que les enjeux du Sahara occidental ne concernent pas seulement Rabat et Alger, mais toute la région. Alors, que va-t-il se passer? Aziz Ghali sera-t-il réduit au silence ou au contraire, deviendra-t-il une figure emblématique de la lutte pour les droits humains au Maroc?
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines décryptages. On commence avec cette actu sur l'Algérie qui franchit un cap décisif dans le secteur des hydrocarbures. Avec un investissement historique de 50 milliards de dollars prévu d'ici 2029, le pays vise à renforcer son rôle de leader énergétique. 71% de ce budget seront consacrés à l'exploration et à la production, ciblant des réserves estimées à 12,2 milliards de barils de pétrole et 159 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. L'agence nationale Al-Naft a lancé un premier appel d'offres dans le cadre d'un plan quinquennal, offrant des opportunités sur 6 périmètres stratégiques, dont le Grand Mzaïd, Regan 2 et Ahara. Ces projets couvrent 152 000 km², appuyés par des données sismiques 2D et 3D, attirant déjà des géants comme ExxonMobil et Chevron. La date limite de soumission est fixée au 15 avril 2025, marquant le début d'une nouvelle ère pour le secteur. Parmi les initiatives phares, le champ gazier d'Anet nécessitera un investissement de 2 milliards de dollars, avec 15 puits prévus dès 2025. La production devrait culminer en 2026 et s'étendre jusqu'en 2069. En parallèle, Sonatrach collabore avec ExxonMobil pour développer 2 gisements dans les bassins d'Anet et de Guara, et avec la NOC libyenne pour renforcer les services pétroliers et les formations. Ce plan ambitieux n'est pas qu'une question de chiffres, il réaffirme la place de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale, avec une stratégie claire pour un avenir prometteur. Deuxième actu, le changement climatique bouleverse l'agriculture, et l'Algérie n'y échappe pas. Sécheresse, inondations et vagues de chaleur affectent directement les récoltes, réduisent les rendements et augmentent les prix. À l'échelle mondiale, plus de 800 millions de personnes souffrent déjà de la faim, et d'ici 2050, la population atteindra 9 milliards, exigeant une hausse de 70% de la production alimentaire. En Algérie, la situation s'est aggravée par l'exploitation inefficace des terres agricoles et le gaspillage de l'eau. Face à cette crise, une réponse s'impose, l'agriculture climato-intelligente. Cette approche, soutenue par la FAO, vise à augmenter durablement les rendements, renforcer la résilience climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les technologies innovantes offrent des solutions prometteuses. Par exemple, des capteurs mesurant l'humidité des sols optimisent l'irrigation. Les drones et l'intelligence artificielle surveillent les cultures et ajustent les conditions des serres en temps réel. Aux États-Unis, ces outils ont transformé la gestion agricole. Pour l'Algérie, adopter ces technologies et investir dans des startups agricoles est essentiel. Avec ces avancées, le pays peut espérer nourrir sa population tout en préservant ses ressources pour l'avenir. Troisième actu, l'avenir industriel algérien est en marche. L'Algérie mise sur la donnée statistique pour booster son industrie. Le ministre de l'Industrie, Seyfi Grib, a insisté sur la qualité des données fournies par les groupes industriels, clés pour des décisions stratégiques. Il appelle à créer une plateforme intelligente de collecte d'informations et à mobiliser les startups dans ce projet. Les startups jouent déjà un rôle central. La récente conférence africaine des startups a rassemblé plus de 500 participants, témoignant d'un engagement fort pour l'innovation. Pour le président Tebboune, ces jeunes entreprises sont un pilier économique stratégique. L'entreprise d'études économiques d'analyse financière et de prévision, Ecofi, créée en 1998, assure le suivi des performances des entreprises publiques. Avec ses données couvrant 11 groupes industriels et 25 complexes, elle est un levier essentiel pour moderniser l'industrie algérienne. Mettre à jour la carte du tissu industriel et exploiter l'intelligence des startups, voilà la voie pour une économie plus performante et innovante. On termine avec cette actu sur les 7% des retraités français qui vivent à l'étranger, avec 341 000 retraités en Algérie, 164 000 au Portugal et plus de 61 000 au Maroc. Toutefois, vivre à l'étranger ne signifie pas vivre sans contrainte. Les retraités doivent informer leur centre de gestion des retraites et remplir un certificat de vie annuel, essentiel pour maintenir le versement de leur pension. Les retraités qui choisissent de vivre à l'étranger doivent également tenir compte des impôts. Si vous passez plus de 183 jours par an en France, vous restez soumis aux taxes françaises. En revanche, en étant domicilié à l'étranger, vous ne paierez plus la CSG, mais une cotisation pour l'assurance maladie peut s'appliquer. Les règles varient selon les pays, mais les retraités vivant à l'étranger perçoivent en moyenne une pension mensuelle de 284 €, bien inférieure à celle des retraités vivant en France. Leur moyenne d'âge est également plus élevée, avec 34% ayant entre 80 et 89 ans, contre 19% pour ceux restant en France. Alors la retraite à l'étranger continue-t-elle de faire rêver ? Partagez votre avis en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous,
Et à bientôt dans une prochaine vidéo.